Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le midi actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Petite citation, utiliser une langue classique et des plus élégantes pour tenir des propos dignes du café du commerce, toujours en faisant mine d'être érudit. Fin de citation. Voici ce que pense un critique assez dur du dernier livre de Jean Clair, essayiste polémiste, historien de l'art français et membre de l'Académie française. Le titre de l'ouvrage qui vient de sortir chez Gallimard s'intitule « Les derniers jours, réflexion sur la rupture de la tradition, les nécessaires médiations et les institutions » avec Mathieu Bock-Côté qui a lu l'ouvrage. Mathieu, bonjour. Bonjour. Critique que vous partagez ou pas? Non, pas du tout. D'ailleurs, je suis curieux. Elle vient de qui? C'est quelqu'un sur Internet. Libération. Non, c'est un site Internet que j'ai pigé ça comme ça. Parce que c'est non, ça me paraît absolument injuste. C'est un livre assez original. Hein. Ça conjugue les mémoires, des souvenirs dispersés ici et là. Des réflexions, des pensées, des aphorismes, des descriptions contemporaines, un journal. Donc c'est un livre tout à fait singulier. Mais c'est ce qu'on lui reproche justement d'être un petit peu touche à tout. Non, je crois que c'est plutôt ce qui fait la force du livre, c'est-à-dire c'est une espèce de réflexion à la manière d'un moraliste. La France nous a donné, je crois que c'est une de ses plus grandes contributions intellectuelles, la figure du moraliste. La Rochefoucauld, Chamfort, la Bruyère, tous ces gens-là. Oui, puis je crois qu'à certains égards là-dessus, Jean Clair s'inscrit dans cette tradition, c'est-à-dire c'est un commentaire éclairé sur les mœurs, sur l'époque. Et à partir de là, il y a évidemment la tonalité dominante du livre, c'est une mélancolie dont il n'a pas honte à bien des égards et qui témoigne du fait qu'il a vécu le passage d'un monde à l'autre, c'est-à-dire le monde dans lequel il est né n'est pas celui dans lequel il mourra. On nous dira c'est le cas de tout le monde. Évidemment, oui. Non, justement, non. Naître dans une civilisation et mourir dans une autre, ce n'est pas la même chose qu'évoluer à l'intérieur d'un même monde. Il dit vraiment qu'on a changé de civilisation. Je crois que la formule, je n'en suis pas certain, mais la description, c'est celle-là, c'est-à-dire dans le rapport à l'orthographe, je crois que nous avons véritablement basculé et pour le pire. Jean Clair a une tonalité pessimiste chez lui, mais il y a surtout une finesse dans la description que je trouve absolument admirable. Finesse dans le style ou dans l'analyse? Dans le style et dans l'analyse. Il y a dans les premiers chapitres, il y a tout un chapitre sur la question de lecture et relecture. Qu'est-ce qui distingue le fait de lire et le fait de relire? Le re avant le préfixe. Oui, mais au-delà de ça, c'est-à-dire il y a cette idée justement d'approfondissement du texte. Le fait que lire un texte sur 10 ans de distance, il ne se révélera pas de la même manière. Forcément, parce qu'on a changé. Oui, bien évidemment, mais il va au-delà de ça. Je crois que là-dessus, il montre de quelle manière les tonalités d'une personnalité s'approprient différemment à un texte, permettent de le creuser de manière distincte. Donc, des passages sur la relecture. Et un autre passage tout à fait intéressant qui m'a amené à commenter un peu le livre en partie. Je commentais pas le livre dans son ensemble. Le 15 novembre, c'est votre blog. Oui, hein? Lui qui est de naissance modeste. Je crois qu'il s'est dit paysan, communiste, un truc comme ça. Famille paysanne. Paysanne, hein, oui. Et il le montre comment, donc, lorsqu'il arrive dans le monde de la culture, lorsqu'il arrive dans l'univers parisien, lorsqu'il intègre finalement les milieux intellectuels où il cherche à les intégrer, il sent qu'il doit se livrer une forme de purification sociale, de purification de son intimité. Lui-même. Oui, c'est-à-dire il sent que les codes sociaux, culturels, qui sont ceux de sa naissance, qui sont les premiers codes qui ont plié sa conscience. Et bien, ce sont des codes qui sentent mauvais la campagne bouseuse dans les salons parisiens, dans les références. Et curieusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de Québécois qui vont à Paris également. C'est ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est-à-dire ce que Jean Clair nous décrit, c'est-à-dire ce fait que l'homme qui veut, par désir d'ascension sociale ou tout simplement parce qu'il veut rejoindre un milieu qui n'était pas d'abord le sien, sent souvent le besoin qui nous aurait conditionné de manière insuffisante. En fait, je nous aurait mal préparé à la vie, qui nous aurait mal préparé à la vie que nous désirons. Ou à cette vie à Paris, en tout cas. Oui, et nous en venons à en vouloir à nos parents, à en vouloir à notre naissance, de ne pas nous avoir déjà fait parfaitement intégrer à la société telle qu'on l'imagine. Et effectivement, donc si ça m'a intéressé ce passage, c'est que je trouve que ça décrit bien aussi le rapport de bien des Québécois à leur propre identité, et plus largement, ça en décrit peut-être le rapport de bien des peuples aujourd'hui dans cette dynamique de mondialisation cosmopolite. Plusieurs croient justement que la condition aujourd'hui de leur intégration à la bonne société, c'est une forme de purification de l'intime de toutes les traces de l'origine. Mathieu, ça c'est votre pensée que vous greffez sur celle de Jean Clair, ou c'est déjà explicitement inclus dans ce livre de Jean Clair qui s'appelle Les derniers jours, paru chez Gallimard? Alors, c'est probablement la rencontre entre mes préoccupations et celles de Jean Clair. C'est-à-dire, je ne pense pas lui plaquer
la réflexion, il nous parle de lui. Il nous parle de lui, c'est ce qui est pas c'est pas, ce sont ses propres mémoires, son propre journal, ses propres souvenirs. C'est un gros bouquin, c'est quoi, 300 pages? Non, 300 pages, je pense 314, 274 ou 314. Pour vous, c'est comme un petit dépliant, vous, non? Vous lisez 3 livres par jour. C'est un livre très, très, très intéressant à lire, mais non, ça se lit très bien, sans aucun doute. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est la psychologie je dirais pas du parvenu social, parce que c'est justement, je pensais à ça. Mais plutôt, c'est la psychologie de l'homme qui a cru qu'il qui a développé une honte de ses origines, que conséquemment qu'il devait les censurer, et finalement, tôt ou tard, ça finit par nous revenir. C'est-à-dire, on peut étouffer pendant un bon moment, on peut chercher à éradiquer les premiers plis de la conscience, les premiers souvenirs, les traces premières de l'appartenance et de l'origine, mais à moins véritablement de renaître à soi-même en une forme de séparation radicale des conditions de notre apparition au monde, ça finit par revenir. Et de quelle manière l'homme se réapproprie peu à peu cette mémoire, il se réapproprie peu à peu son origine, non pas pour y revenir, mais pour la décomplexer. C'est un parcours psychologique assez intéressant. C'est exactement dans le sens... Vous connaissez le poète T.S. Eliot, qui était états-unien, devenu anglais. Il a eu un prix Nobel de littérature dans les années 40, je pense. Mais d'ailleurs, votre billet sur votre blog du Journal de Montréal s'intitule « Se renier, se perdre et se redécouvrir ». Mais dans le cas de Jean Clair, qui est l'auteur du livre dont on parle, Les derniers jours, paru chez Gallimard, Jean Clair, je le rappelle, est membre de l'Académie française depuis 2008, je pense. D'un côté, alors c'est le jeune homme de campagne, le bouseux, si vous voulez, qui arrive à Paris, alors il veut se défaire de cette origine dont il a honte, mais après il écrit ce bouquin, il parle d'une autre transition, du passage d'une civilisation à une autre. Ouais. Donc il y a 2 passages, la honte du passé et ensuite la glorification du deuxième passé, et on revient vers une décadence. Vous connaissez Fernand Dumont, son très beau livre Récit d'une émigration. Non. Alors, Fernand Dumont, grand sociologue québécois, oui, son dernier grand livre, peut-on dire, Récit d'une émigration, il raconte comment, lui qui vient d'un milieu où la parole était rare, où où les mots n'étaient pas nombreux pour désigner la condition humaine, où finalement il y avait une pauvreté malheureuse du langage, une pauvreté culturelle. Lorsqu'il a accédé au milieu intellectuel, il a dû émigrer, dit-il, d'une culture à une autre, de la culture première, de la culture des origines, à la culture intellectuelle, instituée, savante. Le père savait à peine lire et lui a un doctorat. Oui, 2 en fait. 2 même. Mais alors, ce qui est intéressant chez Dumont ici, c'est qu'il nous raconte comment il a toujours vécu. D'ailleurs, tout son appareil conceptuel repose sur cette expérience première, en culture première, culture seconde, la culture comme distance et mémoire, et ainsi de suite. Et Fernand Dumont nous dit, c'est assez triste, il y a une espèce de déchirure intime chez lui, c'est-à-dire une rupture intime entre le devoir de fidélité à ce qu'il ne veut pas cesser d'être, et de l'autre côté, le monde qu'il a désiré et qui est en partie fondé sur le rejet de son univers de référence première. C'est étonnant parce que vous parlez de Fernand Dumont, on pourrait également parler de Jean-Paul Desbiens, le frère Intel, qui aussi a écrit un petit livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, Sous le soleil de la pitié, et il parle de son rapport à son père qui lui non plus savait à peine lire et écrire, et Jean-Paul Desbiens est hyper cultivé, Mais notez bien pourquoi le livre de Jean Clair est intéressant pour un Québécois, du moins ces passages-là. Notez bien que c'est un livre formidable en général, mais c'est quelques passages. Les Québécois de toute une génération ont développé une honte terrible des origines et se sont dit la condition de notre promotion sociale, de notre intégration aux références de l'universel, aux références cosmopolites, c'est justement d'afficher un dédain ostentatoire envers notre naissance, envers l'origine. Et alors évidemment, les milieux intellectuels français, c'est autre chose. Il se peut qu'on y naisse et qu'on y évolue toute sa vie. Pensez par exemple à Raymond Aron, qui avait une forme de revanche sociale chez lui, mais il est né dans la culture, à bien des égards. Au Québec, sauf qu'étant juif, il y a un autre complexe. Oui, c'est vrai que c'était présent chez lui lorsqu'il disait à la fin de sa vie qu'il était athée, laïque et tout ça, mais il espérait d'une certaine manière que si un jour il voyait retrouver dans je ne sais quel espace un de ses ancêtres, il n'aurait pas démérité de la tradition juive. Donc il y avait ça aussi chez Aron. Donc j'en reviens à notre Québec.
il y a toute une génération qui a cru que pour s'instituer, pour s'être traditionnellement, donc ça a amené toute une génération à être fascinée par les expérimentations sociales les plus radicales, à être fascinée par les doctrines quelquefois les plus loufoques, parce qu'elles donnaient l'impression, lorsqu'on y a que le nôtre. Est-ce qu'on peut dire, Mathieu Bock-Côté, qu'il y a le même travers chez deux groupes, les fédéralistes et les nationalistes? Le grand soir de l'indépendance, c'est pour essayer de se faire pardonner le passé bouseux, et le fédéraliste... C'est du souverainisme, ce que vous nommez, c'est la condition québécoise. C'est-à-dire, c'est une condition, ce n'est pas pour rien que je suis un indépendantiste aussi résolu et féroce. C'est que j'ai... pas par compensation. Non, mais j'ai toujours cru, non, d'aucune manière, mais je crois que une culture doit trouver le moyen d'instituer dans ses paramètres politiques comme plus globaux la dialectique de l'enracinement et de l'universel. Oui, mais si cette racine est pauvre ou perçue comme étant pauvre, comment allez-vous faire ça, Mathieu? Mais voilà, c'est-à-dire, je ne suis pas de ceux qui croient que cette racine est pauvre. Évidemment qu'il y a une pauvreté malheureuse dans l'histoire du Canada français, mais il n'y a pas que ça. Et j'ai l'impression qu'un certain misérabilisme malheureux, hérité des années 70, nous a amené à croire que notre culture ne valait rien. Et c'est le paradoxe. À partir de ce moment, notre culture ne valait rien. La seule manière d'être fidèle aux ancêtres, c'était de ne pas leur ressembler. C'est une fidélité paradoxale. La seule manière de tenir la promesse de ceux qui nous ont précédés, c'est de ne pas leur ressembler en rien parce qu'eux-mêmes étaient conscients de leur infirmité culturelle. Alors, il y a une très belle phrase de Gaston Miron, le poète national, si vous voulez. Il disait « Les pharisiens ne me pardonneront jamais d'avoir eu honte avec les miens plutôt que honte des miens. » Oui, ça, c'est dire... la découverte en France, c'est il ne maîtrise pas sa propre langue. C'est ça. Et il y a le devoir de reconquête de sa propre langue pour exister. Oui. Les Québécois, très souvent, voient dans cette nécessaire reconquête une forme d'humiliation. Donc, le joual ici, ou même l'anglais. L'anglais est une forme de révolte. La fascination pour l'anglais, facile, pour citer Marc Chevrier, c'est plus facile de se séparer de la France que du Canada. Alors, mentalement, aujourd'hui, alors... Nous sommes une culture qui a un rapport trouble à ses origines et ça a été radicalisé, ce rapport trouble à l'origine, à partir des années 60-70. On a été catapulté dans la modernité, forcément. Le passé ne faisait plus... oui, mais c'est nous avons eu de la difficulté à je dirais, à se ressaisir la part légitime de ce passé. Oui. Je ne veux pas dire par là qu'il faut idéaliser d'aucune manière, de quelque manière que ce soit le monde d'avant 60. Je dis que ce que nous avons eu de la difficulté à faire, finalement, c'est développer un rapport, je dirais même pas positif, mais détraumatisé à l'origine. Détraumatisé. Détraumatisé. Et oui. Je note, cela dit, dans le milieu intellectuel, quand je suis arrivé ça fait très longtemps, mais maintenant à l'Université de Montréal, au début en philosophie, il y avait beaucoup d'étudiants qui on dirait, ils voyaient dans la culture qu'ils découvraient à l'université, tout ça, une forme l'occasion de s'arracher d'un milieu qu'ils considéraient trop pauvre culturellement, trop pauvre intellectuellement. La culture avec un grand K. Oui, pour le dire ainsi. D'accord. C'est-à-dire, c'était l'occasion de se libérer, et là, il fallait marquer de manière, donc c'était pas simplement une crise d'adolescence qui se poursuivait, c'est une volonté très nette de marquer justement la rupture avec une culture insuffisante ou insatisfaisante existentiellement. Et je me rappelle d'une conversation que je me permets de vous ramener en quelques instants avec, on est au bout de 3 ou 4 semaines, et déjà, tout de suite, les étudiants commencent à se coller des étiquettes de philosophes pour nommer leur universalité. Oui. Et moi, j'étais à ce moment-là, j'étais très militant au Parti québécois. J'étais jeune, j'étais militant. Alors, je me rappelle d'un échange, on est à 3 à la pause dans un cours, et l'un d'entre eux dit, moi, je crois, je suis Nietzschéen. Le deuxième dit, moi, je suis kantien. Et toi, Mathieu, t'es quoi? J'ai dit, moi, je suis péquiste. Alors, c'est une anecdote, mais ça dit que je n'ai jamais eu, à la différence de certains, pour le meilleur et pour le pire, ce rapport trouble à la condition québécoise, peut-être à cause de ma famille, peut-être pour 1000 raisons. Alors, revenons, Mathieu. Mais mon point là-dessus, c'est que ce rapport trouble à la culture fait en sorte qu'on croit chaque fois que lorsqu'on veut s'universaliser, on ne doit pas partir de nous, mais on doit aller contre nous. Mathieu Bock-Côté, revenons au livre dont on parle aujourd'hui, Les derniers jours de Jean Clair comme c'est elle hier, paru chez Gallimard il y a pas longtemps. Vous avez consacré un billet là-dessus dans votre blog du Journal de Montréal qui s'appelle Média. Qu'est-ce que ça s'appelle? Il y a un nom. Où se renier, se perdre et se redécouvrir, paru le 15 novembre dernier. Est-ce que Jean Clair parle d'un retour aux origines dont on s'était coupé? Pas exact. Je crois que c'est plutôt la figure de la détraumatisation serait pas mauvaise pour lui, c'est-à-dire quel est le propre d'écrire ses souvenirs? On le fait souvent, ou avec ses mémoires, on le fait avec une forme de tendresse, bien souvent. Il est rare qu'on se rende. Il y a donc une forme de tendresse qui est visible. Et à travers ça, je crois que Jean Clair nous dit, comme bien d'autres, comme Alain Finkielkraut, comme bien d'autres, il nous dit que le monde dont il vient n'était pas détestable. Il y a, autrement dit, une
une mémoire légitime et, pour prendre le mot à la mode, positive de cette autre civilisation dont il vient. Mais évidemment, Jean-Clair ne vit plus dans une étable. Il ne vit plus à la ferme, pour le dire ici. L'étable est climatisée, au moins. Oui, effectivement, aujourd'hui. Il y a un téléphone dedans. Et tout est informatisé. Mais mais à travers son rapport à la culture plus vastement. Donc, d'ailleurs, c'est pas un réactionnaire culturel, pour reprendre la formule quelquefois. C'est-à-dire, il est très ouvert à l'art moderne et ainsi de suite. Il dirigeait le musée Picasso à Paris, du reste. Notamment. Mais à travers le rapport aux œuvres, à travers une espèce de réflexion qui s'alimente dans une tradition intellectuelle, dans une méditation sur les œuvres qui ne se limite pas justement dans le culte de la transgression, qui admire encore les classiques pour ce qu'ils sont et qui ne voit pas dans la déconstruction le point abouti de la philosophie, de la réflexion intellectuelle. Alors, ne serait-ce que parce qu'il refuse le paradigme déconstructeur systématique. Le paradigme déconstructeur systématique. Je veux dire que le passé, c'est pas bon. La logique de la déconstruction dans l'université, c'est-à-dire, nous ne lisons les œuvres que pour démonter, pour faire passer le chef-d'œuvre au statut d'œuvre au statut de produit culturel parmi d'autres. Donc, le refus de l'admiration qu'il y a là-dedans, il y a chez Jean-Clair, je crois, une immense capacité d'admiration. Moi, j'ai une grande question à vous poser, Mathieu Bocoté, une xème grande question, qui demande une grande réponse également, comme d'habitude. Quand on a coupé avec le passé parce qu'on en a eu honte, et on a mis un masque d'hypermoderne, de cosmopolite, etc. Très important, ça mettre un masque, la formule est belle. Mais alors, quand on enlève le masque, le problème, c'est que quand on veut revenir aux origines, alors que la tradition a été coupée, on est condamné à retrouver un âge qu'on aura soi-même idéalisé, un âge d'or. On voit ça beaucoup avec l'islamisme d'aujourd'hui. On a vu ça avec Mussolini. On a vu ça dans le féminisme qui est tenté par les Amazones, etc. C'est comme si c'était un passé qui n'avait pas été souillé. On a eu tellement honte que finalement, pour revenir, on va vouloir l'idéaliser. Et comment va-t-on revenir? Comment va-t-on pardonner à ce passé et se pardonner soi-même cette rupture? Alors, le passé n'est idéalisé que lorsqu'il est dénigré. Il est séparé de la tradition. Voilà. C'est-à-dire, la tradition, c'est une appropriation toujours critique du passé. Parce qu'il y a dialogue avec le passé, ça présuppose que je ne suis pas devant un pôle à idéaliser absolument à la manière d'une origine vers laquelle il faudrait revenir pour se ressourcer. Le propre de la tradition, c'est une réappropriation critique. Je veux bien, mais quand elle est coupée... Ben justement, alors il s'agit moins de ce point de vue de faire partie de ceux qui nous disent célébrons notre passé. Je ne suis pas ni de ceux qui le dénigrent ni de ceux qui le célèbrent en soi, bien qu'il y ait des gestes héroïques qui méritent d'être célébrés, bien qu'il y a des choses qui méritent d'être célébrées, mais il faut reconstruire l'idée de tradition. À partir de quoi si le goût de la tradition était perdu? Je pose même la question au sujet des Amérindiens, des autochtones ici. J'y répondrai pour les Québécois, de là l'importance. Mais chez eux, c'est encore plus grave. C'est la singularité des œuvres. C'est-à-dire, on y revient toujours. Je ne suis pas très original quand je parle du rapport aux œuvres, mais l'idée, moi, d'être original que d'être juste. Oui, les grandes œuvres. Tout ça. Moi, je parle de mon milieu ici, mais les grandes œuvres intellectuelles, c'est-à-dire, quelquefois, on nous dit, par exemple, je donne un exemple. La pensée politique au Québec a trop souvent l'habitude on prend les débats de l'étranger, on les transporte ici sans aucune adaptation, d'aucune manière à notre contexte, parce qu'on nous dit, je me souviens d'une discussion avec un universitaire québécois, nous n'avons pas de tradition de pensée politique ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les quelques... Il y en a une, mais elle est maigre. Ah ben, je suis pas d'accord, justement. Il y en a pas et elle est grosse? Il y en a une et elle mérite d'être redécouverte. Oui. Je me souviens avoir donné un cours à l'Université de Montréal sur la pensée politique québécoise. On me disait, mais qu'est-ce que tu vas enseigner? Eh ben, franchement, de Henri Bourassa, mettons 20e siècle, de Henri Bourassa aujourd'hui à Jacques Beauchemin, en passant par Gérard Bergeron, Esdras Mainville, François-Albert Angers, Lionel Groux, en passant par tous les libéraux critiques des penseurs que je viens de vous mentionner, en passant par Léon Dion, j'ai nommé Gérard Bergeron Mathieu, déjà. Je suis d'accord avec tout ça. Il y a ici une tradition à redécouvrir. Mais Mathieu, ça c'est les livres. Mais la tradition, c'est d'abord une adhésion à quelque chose, un amour, un attachement. Quand cet attachement a été coupé, comment voulez-vous renouer le lien? Parce qu'il y a un manque terrible, ça m'apparaît évident. Celui qui vit séparé de sa propre culture et qui vit dans une forme de déni de soi va ressentir un manque terriblement. Oui, et il va idéaliser ce passé pour combler le manque. La question du manque, c'est à ce moment-là que le travail intellectuel est important. Il faut creuser le manque, il faut le travailler. Oui, mais je dirais surtout, il faut comprendre ce manque et à partir de là, il ne faut pas chercher à passer du manque au tout. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher... Justement, c'est ça le problème. Oui, mais c'est à partir de ce moment-là que l'éducation intellectuelle, que le rapport aux œuvres, plus vastement, on pourrait sortir de la seule vie des idées, croyez-moi bien, on pourrait passer dans le patrimoine religieux, on pourrait passer dans la littérature. Oui. Il y a ici
contrairement à ce qu'on a cru, une expérience humaine qui s'est livrée par la pensée et qui mérite qu'on se la réapproprie. Ça veut pas dire qu'on atteint chaque fois les sommets de l'universel, mais ça veut dire qu'on a une piste à suivre justement pour poser les grandes questions qui sont celles de la condition humaine. Mathieu Bock-Côté, toutes ces réflexions très intéressantes à l'occasion de la parution chez Gallimard d'un livre qui s'appelle Les Derniers Jours de Jean Clair, académicien français depuis 2008. Très beau livre, j'insiste. Merci infiniment, Mathieu. Au plaisir.